Imaginez la situation. Vous êtes une jeune fille de 15 ans sur la place du marché de Gondar, en Éthiopie, en l'an 1683. Le soleil matinal réchauffe votre peau tandis que vous aidez votre mère à vendre des épices, vos rires se mêlant aux appels des marchands et au bêlement des chèvres. Vous portez la robe de coton blanc brodée par votre grand-mère et vous rêvez du garçon du village voisin qui vous a souri la semaine dernière. Puis, vous les voyez. Des pilleurs d'esclaves ottomans, dont les épées courbes scintillent, se déplaçant à travers le marché avec une précision éprouvée. Votre mère vous crie de courir, mais des mains rugueuses vous attrapent les bras. Un sac en tissu couvre votre tête. Le dernier son de votre ancienne vie est le gémissement angoissé de votre mère, qui s'estompe dans le lointain. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez été sélectionné pour le harem impérial, où vous subirez une déshumanisation systématique si complète que la fille qui vendait des épices cessera d'exister. Il s'agit d'un trafic à l'échelle industrielle que l'Empire ottoman a perfectionné pendant 4 siècles et dont les preuves ont été supprimées pendant plus d'1 siècle. L'Empire ottoman a mis en place un système de sélection calculé qui s'étend de la Corne de l'Afrique à l'intérieur de la région subsaharienne. Il ne s'agissait pas de violence aléatoire. Il s'agissait d'un système d'acquisition systématique, avec des critères spécifiques déterminant quelles femmes étaient les précieuses pour les objectifs impériaux. Les documents administratifs ottomans font état d'exigences précises, des filles âgées de 12 à 18 ans, des préférences spécifiques en matière de couleur de peau, les femmes africaines à la peau plus claire étant vendues à prix d'or, taille requise, caractéristiques faciales, proportion du corps. La vérification de la virginité impliquait des examens brutaux, des bilans de santé vérifiant les dents, les yeux et la capacité de reproduction. Les inventaires sont évalués pour le contrôle de la qualité. Votre voyage vers le nord suit le Darb El Arbaïn, la route des 40 jours du Soudan à l'Égypte. Vous êtes enchaîné à 17 autres filles, marchant 20 heures par jour dans la chaleur du désert qui fait craquer vos lèvres jusqu'à ce qu'elles saignent. 3 filles meurent au cours de la marche. Leurs corps sont abandonnés aux vautours. Vous apprenez rapidement que les pleurs gaspillent de l'eau que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les pillards utilisent une phrase spécifique en amharique lorsqu'ils examinent les captifs. Yenigus negest abeba, une fleur pour l'empereur. Tu les as entendus le dire à ton sujet. C'est alors que tu as su que ton destin serait différent de celui des filles destinées aux travaux des champs ou aux services domestiques. La Wikala al-Jalaba du Caire, l'auberge des marchands d'esclaves, devient votre premier lieu de transformation. Les examens médicaux portent atteinte à tous les aspects de la dignité. La formation commence immédiatement. Enseignement de la langue, correction de la posture, effacement culturel. Vous recevez des marques administratives ottomanes, des motifs spécifiques que les archéologues découvriront plus tard sur des restes de squelettes dans tout l'Ancien Empire. Mais le voyage au Caire n'est qu'un début. Ce qui vous attend dans les installations de préparation du harem impérial fera paraître la marche dans le désert comme clémente en comparaison. Le harem du palais de Topkapi n'était pas un palais d'agrément. Il s'agissait d'un centre de transformation systématique conçu pour effacer l'identité et reconstruire les êtres humains selon les spécifications impériales. Le complexe comprenait plus de 400 pièces, mais les sections où les femmes africaines étaient traitées restent les moins documentées et les plus troublantes. L'effacement complet du nom se produit immédiatement. On vous donne un nom turc, Siagul, rose noire, ou Kara Insi, perle noire. Des noms qui vous désignent comme une propriété exotique. Si vous parlez votre langue maternelle, vous êtes battu. Vous êtes contraint de suivre l'enseignement islamique sous surveillance constante. Mais c'est la transformation physique qui s'avère la plus terrifiante. Les maîtresses du palais appliquent 2 fois par jour sur votre peau des composés à base de mercure. Les dossiers médicaux ottomans attestent que ces traitements d'éclaircissement de la peau étaient la procédure standard pour les concubines africaines. La crème brûle, votre peau développe des lésions douloureuses. Vous regardez votre reflet changer dans les miroirs de bronze poli, vous voyant devenir quelque chose que vous ne reconnaissez pas. 2 filles de votre chambre meurent d'un empoisonnement au mercure. Leurs corps sont enlevés pendant la nuit. Personne ne parle plus d'elles. Le contrôle alimentaire suit des protocoles stricts. Des aliments spécifiques pour modifier la composition du corps. Des thés qui affectent la menstruation. Des composés qui favorisent le développement des seins. Les maîtresses du palais montent les femmes les unes contre les autres.
créant une dynamique de compétition qui empêche toute solidarité ou rébellion. Les médecins du palais ottoman ont documenté des expériences portant spécifiquement sur la fertilité des femmes africaines. Vous subissez des interruptions de grossesse forcées destinées à tester votre capacité de reproduction. Les procédures chirurgicales sans anesthésie sont justifiées par le fait qu'elles vous préparent à l'accouchement. Les dossiers médicaux du palais, découverts dans les archives de Topkapi dans les années 1960 et partiellement supprimés jusqu'aux années 1990, font état d'un taux de mortalité de 73% chez les femmes africaines au cours de leur première année de service dans le harem. Taux de mortalité égal à 73%. La sultane valide, mère du sultan, contrôle le harem avec une autorité absolue. Les femmes africaines font l'objet d'une discrimination systématique de la part des membres du haut harem, majoritairement circassiens et géorgiens. Vous apprenez rapidement que les femmes circassiennes et géorgiennes sont les mères potentielles des futurs sultans, tandis que les femmes africaines sont destinées à un service inférieur et à l'exploitation sexuelle, sans possibilité d'avancement. Lorsque les femmes africaines tombent enceintes du sultan, elles subissent des avortements forcés. Si des bébés naissent, l'infanticide des enfants à la peau plus foncée est documenté dans la correspondance diplomatique européenne. La hiérarchie raciale est explicite, brutale et conçue pour empêcher les lignées africaines d'accéder à la succession impériale. Avant d'aborder la partie la plus dérangeante de ce système, si vous apprenez quelque chose qui remet en question ce que vous pensiez savoir de l'histoire, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Ces histoires oubliées méritent d'être entendues dans le monde entier. Mais cette déshumanisation systématique n'était pas le pire aspect du système des harems ottomans. Le sort réservé aux femmes africaines devenues inutiles révèle la véritable horreur de cette machine impériale. Vous avez maintenant 23 ans. Vous avez survécu à 8 ans de harem, mais votre corps témoigne des abus systématiques dont vous avez été victime. Votre peau porte les cicatrices de traitement au mercure qui n'ont jamais complètement guéri. Votre système reproducteur est endommagé par des procédures forcées et des interventions pharmaceutiques constantes. Vos dents sont déchaussées à cause d'une malnutrition déguisée en contrôle alimentaire. Vous vous déplacez avec la douleur chronique de quelqu'un dont le corps a été utilisé comme sujet d'expérimentation et objet sexuel depuis l'adolescence. Vous remarquez alors que les maîtresses du palais vous regardent différemment. Des filles plus jeunes arrivent de Zanzibar. Leur peau est plus foncée et sans taches. Leur corps n'est pas marqué par des années de traitements chimiques et de procédures invasives. Vous comprenez ce que cela signifie. Tu as vieilli et tu n'es plus utile. Les harems ottomans étaient confrontés à un cauchemar logistique que les puissances européennes ne connaissaient pas. Que faire des femmes qui n'étaient plus sexuellement désirables, mais qui possédaient une connaissance intime des secrets du palais ? Pour les femmes circassiennes et géorgiennes, il existait des options de retraite. Mariage avec des fonctionnaires provinciaux, des pensions modestes, postes de direction de concubines plus jeunes. Pour les africaines, la solution était beaucoup plus permanente. La pratique était si systématique qu'elle a fait l'objet d'une terminologie administrative officielle. Keze Isinde, dans le sac. Cette expression apparaît dans les registres comptables des palais avec une régularité troublante. La procédure suivait un protocole établi. Les femmes étaient cousues dans des sacs de cuir lestés, emmenées par bateau dans le détroit du Bosphore à la faveur de l'obscurité. Elles étaient jetées par-dessus bord en eau profonde où les courants emportaient les corps vers la mer Noire. Les registres du palais montrent des réductions d'inventaire coïncidant précisément avec l'arrivée de nouvelles cargaisons d'esclaves. Le langage bureaucratique est d'une banalité qui fait froid dans le dos. Les femmes africaines sont répertoriées aux côtés des meubles et du bétail comme des objets retirés du service ou éliminés conformément à la procédure standard. Un soir, vous êtes convoqué non pas dans les appartements du sultan, mais sur les quais. Les eunuques du palais évitent votre regard. Vous voyez les sacs de cuir empilés près de l'eau. Vous voyez les poids en fer. Vous comprenez enfin pourquoi les femmes africaines plus âgées ont tout simplement disparu du harem sans cérémonie ni explication. Le Bosphore a avalé les secrets de l'Empire pendant des siècles. Vous pensez à votre mère à Gondar, qui n'a jamais appris votre sort. Tu penses à la fille qui vendait des épices et qui rêvait de se marier avec le garçon du village voisin.
Cette fille est morte il y a 8 ans dans les centres de traitement du Caire. Ce qui reste, c'est Siagul, l'article d'inventaire numéro 247 dans les registres du palais dont on se débarrasse définitivement. Vous ne criez pas lorsqu'ils s'approchent avec le sac. Il y a des années que l'on ne crie plus. Vous n'implorez pas la pitié. Le concept de pitié n'existe pas dans ce système. Vous fermez simplement les yeux et vous vous souvenez de l'odeur de l'étalage d'épices de votre grand-mère, du son des rires de votre mère, de la chaleur du soleil éthiopien sur une peau qui a été la vôtre. L'eau froide du Bosphore est la dernière chose que vous sentez. Le poids vous entraîne dans l'obscurité. Le sac de cuir devient votre tombeau. Votre corps reposera au fond du détroit avec des centaines, voire des milliers, d'autres femmes africaines qui ont servi l'Empire et ont été jetées lorsque leur utilité a expiré. Dans les années 1990, des équipes d'archéologues sous-marins menant des recherches dans le Bosphore ont fait une découverte que les autorités turques ont d'abord tenté d'étouffer. Des centaines de sacs de cuir lestés ont été trouvés en eau profonde, leur contenu étant préservé par des températures froides et un faible taux d'oxygène. Les restes squelettiques présentaient des caractéristiques essentiellement africaines. Âge, entre 20 et 30 ans. Fractures cicatrisées. Empoisonnement au mercure. Cicatrice chirurgica. Malnutrition. Le gouvernement turc n'a divulgué que des informations limitées sous la pression internationale de l'UNESCO et des organisations de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, la plupart de ces restes sont conservés dans des archives à accès restreint, inaccessibles aux chercheurs sans autorisation gouvernementale spéciale. On ne connaîtra peut-être jamais l'étendue du système de noyade, mais des estimations prudentes suggèrent que des milliers de femmes africaines ont connu ce sort au cours des 4 siècles de domination ottomane. La correspondance diplomatique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles fait référence à cette pratique. L'ambassadeur français Charles de Ferriol a écrit en 1699 qu'il avait vu des bateaux quitter les quais du palais la nuit, entendu des éclaboussures et trouvé des sacs lestés échoués sur le rivage, près de sa résidence. Ces rapports ont été rejetés par les fonctionnaires ottomans qui les ont qualifiés d'affabulations malveillantes destinées à nuire à la réputation de l'Empire, mais les preuves matérielles ne peuvent être écartées. Les sacs existent, les ossements existent. Les dommages causés par le mercure existent. Les cicatrices chirurgicales existent. Chaque squelette raconte l'histoire d'une jeune fille arrachée à son foyer, transformée en objet, utilisée jusqu'à ce qu'elle se brise et jetée comme un déchet dans l'eau froide. Les registres des palais ottomans étaient délibérément vagues sur le sort des femmes africaines. Ils se contentent d'indiquer qu'elles ont été éliminées ou enlevées, sans préciser les méthodes utilisées. Les récits des observateurs européens ont été rejetés comme de la propagande anti-ottomane. Le nationalisme turc moderne n'est toujours pas à l'aise avec l'histoire de l'esclavage, et la résistance des universitaires à la recherche sur les expériences spécifiques des femmes africaines persiste encore aujourd'hui. La complicité de l'Occident a permis d'étouffer l'affaire. Les peintures orientalistes ont romancé la vie dans les harems tout en ignorant les abus systématiques. Des artistes comme Jean-Léon Gérôme ont dépeint les harems comme des palais de plaisir luxueux, remplis de femmes consentantes et heureuses. Les spécialistes de l'époque victorienne se sont concentrés sur les aspects exotiques plutôt que sur la violence. Les musées exposent les objets de luxe des harems, les meubles ornés, les beaux textiles et les bijoux, tout en cachant les preuves des atrocités dans des réserves réservées. L'imaginaire des 1001 nuits a occulté la réalité brutale pendant des siècles. Les études modernes de l'ADN des populations turques montrent que l'ascendance africaine est remarquablement limitée malgré des siècles de trafic. Cette absence raconte sa propre histoire. Les femmes africaines ont été utilisées et non intégrées. Elles n'ont pas laissé d'héritage génétique parce qu'on les empêchait systématiquement de mettre au monde des enfants capables de survivre et parce qu'on se débarrassait de leur corps avant qu'elles ne puissent fonder des familles ou des communautés. On estime que 500 000 à 800 000 femmes africaines ont été victimes de la traite dans le cadre du système ottoman entre 1500 et 1900. Victimes estimées, 500 000 à 800 000. Taux de survie au-delà de 10 ans de service dans le harem, moins de 15%. Taux de survie à 10 ans, 15%. La jeune fille qui vendait des épices à Gondar n'est jamais rentrée chez elle.
Son nom a été effacé, remplacé par Siagul dans les registres du palais qui l'ont classé comme inventaire éliminé en 1691. Elle fait partie des centaines de milliers de personnes dont les histoires ont été délibérément noyées, brûlées et effacées de l'histoire. Si cette exploration des atrocités cachées de l'histoire vous a amené à vous demander quelles autres vérités ont été enterrées sous la gloire de l'Empire, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir un autre chapitre choquant que les autorités ont tenté d'effacer. Abonnez-vous pour continuer à découvrir les histoires que le pouvoir a tenté de noyer dans le Bosphore, de brûler dans les archives et d'effacer de la mémoire. Ces femmes méritent qu'on se souvienne d'elles.